Il faut une armée pour l'Europe. La question de l'armée européenne est un des points essentiels du programme du Parti des Européens, car on ne peut pas imaginer un État sans armée. On ne peut pas imaginer une Europe indépendante qui n'aurait pas un potentiel militaire crédible vis-à-vis des autres. Et il y a une question supplémentaire qui se rajoute à cela, la question de l'industrie européenne de l'armement, car il n'est pas question de dépendre militairement sur le plan du matériel des États-Unis, par exemple. Nous avons besoin d'une indépendance technique et pas seulement d'une indépendance théorique. La question de l'armée européenne, évidemment, implique d'autres questions. Qui composerait cette armée? Dans quelle langue elle fonctionnerait? Quelle serait sa structuration? Est-ce qu'il y aurait une nouvelle tradition militaire convergente? Quels seraient les objectifs de cette armée, en dehors du fait général de défendre l'Europe et de combattre? Quelle serait sa stratégie vis-à-vis du reste du monde? Tout cela, c'est des questions qui méritent d'être posées et qu'il faut pouvoir entendre et sur lesquelles il faut pouvoir répondre. Je vais me proposer de le faire dans cet audio. D'abord, qui composerait l'armée européenne? Partirait du principe que les soldats des différentes armées d'Europe d'aujourd'hui seraient intégrés dans cette armée européenne automatiquement. Faut-il un filtre? On sait bien que les armées en Europe occidentale, notamment en France et au Royaume-Uni, sont ouvertes à la diversité. Est-ce une bonne chose? Je ne suis pas convaincu. Par ailleurs, quelle langue pour cette armée? Il est évident que le commandement intégré, l'état-major européen, fonctionnerait, pour des raisons simplement opérationnelles de bon sens, en anglais. On peut le déplorer, car c'est bien sûr la langue des États-Unis, mais je vois difficilement comment on pourrait faire autrement. Dans les systèmes intégrés, sur le plan militaire, c'est déjà le cas. Lorsqu'il y a des troupes européennes, malgré tout, qui sont organisées, le record, des choses comme ça, c'est bien l'anglais qui domine. Faut s'y faire. Peut-être à terme, est-ce que la langue unitaire que je prône remplacera l'anglais, mais en tout cas, pour quelques décennies, ce sera cette langue-là, qui est quand même la langue européenne la plus parlée, la première langue, entre guillemets, étrangère parlée. Par ailleurs, on peut quand même tenir compte des spécificités linguistiques dans l'organisation de cette armée européenne. Je propose l'idée de légion linguistique. Si l'état-major parle en anglais, eh bien les légions linguistiques parleront entre elles dans une autre langue. Par exemple, une légion francophone, une légion germanophone, une légion polonophone, etc. Il faudra évidemment mettre en avant une nouvelle tradition militaire européenne, ce sera la convergence des traditions nationales, en tenant compte d'un certain nombre de réalités. Faut-il, par exemple, introduire un service militaire? Les citoyens européens, ceux qui posséderaient la citoyenneté européenne, y seraient astreints. Mais sous quelle forme? Un service à la Suisse, ça peut être intéressant. Et ça rejoint les traditions démocratiques ancestrales, par exemple le modèle athénien, où chaque citoyen pouvait être en mesure de défendre la cité si celle-ci était menacée. Ça rappelle un peu un système aussi qu'on retrouve aux États-Unis avec la garde nationale, la mobilisation des citoyens. Le modèle suisse me paraît intéressant. Le modèle français, qui a été supprimé par Chirac, me paraît inutile et décalé. Alors, évidemment, donc des légions linguistiques et des états-majors anglophones. Ça me paraît le plus sensé, ça me paraît le plus rationnel. Bien entendu, on peut imaginer que les systèmes de traduction simultanés par l'intelligence artificielle vont réduire les difficultés. Et puis, il faut donc une industrie européenne de l'armement, et on a bien vu que lorsque les États essaient en Europe de travailler ensemble, ça n'aboutit pas forcément. Parce que chacun tire dans un sens ou dans l'autre, chacun a ses propres traditions, et surtout, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, même lorsqu'on produit du matériel militaire européen en Europe, eh bien, les pays d'Europe achètent aux États-Unis. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a aucune stratégie d'achat et de fabrication en commun, et à l'arrivée, c'est sur les États-Unis qui tirent les ficelles systématiquement. On voit bien qu'essayer d'avoir une industrie européenne de l'armement sans un État européen, ça ne peut pas fonctionner. Et d'ailleurs, ça ne fonctionne pas. Donc si on veut une armée européenne, il faut un État européen. Ceux qui vous promettent des avancées vers l'Europe de la défense, en restant dans les cadres étatiques actuels, vous mentent. Il faut un saut unitaire, un saut politique réel. Parce qu'il faut un chef d'armée,
parce qu'il faut une légitimité pour cela, parce qu'il faut une diplomatie européenne qui ne se réduise pas à un haut commissaire théorique planqué. Et ensuite, quelle stratégie? Qui la compose? Je l'ai dit, mais il y a la question de l'élargissement. Quelles sont les armées aujourd'hui en Europe qui pèsent? Vous avez l'armée française, vous avez l'armée britannique, et puis, mais elle est utilisée de manière par mésusage, malheureusement, l'armée russe. Bon. Une armée russe qui, aujourd'hui, d'ailleurs, est assez peu efficace et fait appel à des mercenaires de dictatures diverses et variées. Bon. Il y a aussi l'armée ukrainienne qui a considérablement progressé et qui fait partie des armées aujourd'hui sérieuses par l'effort de guerre qui est accompli depuis 3 ans. L'Allemagne veut muscler son jeu militaire, mais elle n'en a pas vraiment les moyens. Elle a laissé tomber cette dimension pendant longtemps, et ce n'est pas des milliards qui créent une armée. Hein, voilà, une armée, c'est autre chose. Il faut recruter, il faut former, et puis il faut donner un but à cette armée. Évidemment, vous entendrez souvent dire que l'armée européenne, c'est pour lutter contre les Russes. Ce n'est pas notre ambition. Comme je l'ai dit, la stratégie que l'Europe unie doit avoir vis-à-vis de la Russie est simple. Il faut unir l'Europe, la muscler sur un plan militaire, sur un plan démographique, sur un plan identitaire, restaurer donc nos caractéristiques identitaires indigènes. Et ça veut dire qu'il faut montrer aux Russes qu'on fait mieux et qu'il suffit qu'ils viennent à nous et ils auront droit à cela. En fait, il faut séduire le peuple russe parce que nous n'aurons pas évidemment les élites russes actuelles de notre côté. Elles ont une stratégie impérialiste, une stratégie europhobe, avec des alliances contre nature avec la Chine. Ce pouvoir russe actuel ne peut pas être associé à l'Europe unie. La Russie rentrera donc en phase finale. Mais l'Europe unie se fera sans elle dans un premier temps. Quant au Royaume-Uni, la question est aussi posée. Je pense que les Britanniques vont revenir d'une manière ou d'une autre dans la structure européenne. Mais nous verrons cela. En tout cas, voilà, l'objectif, c'est de défendre l'Europe, d'abord contre les menaces intérieures, elles existent, vous savez lesquelles, et contre d'éventuelles menaces extérieures, par exemple des menaces contre des Européens en dehors de l'Europe. Ça peut arriver. L'objectif, c'est pas de faire de l'ingérence à la française en Afrique. Pourquoi l'armée européenne, là aussi, n'avance pas? Parce que les Allemands et les autres Européens n'ont pas envie d'envoyer des soldats de leur pays se battre au Mali ou en Centrafrique. Il faudra une géopolitique qui soit celle d'un désengagement clair de l'armée en Afrique. On peut défendre nos frontières, on peut muscler notre marine méditerranéenne, il y a beaucoup de choses pour lesquelles il faut réfléchir, mais voilà. Alors évidemment, là encore, certains vont critiquer la question du nucléaire. C'est la France, effectivement, de Gaulle qui a fait l'effort d'avoir l'arme nucléaire, de doter l'arme nucléaire à la France. Le Royaume-Uni a obtenu implicitement celle des États-Unis. Et la Russie a développé, à l'époque soviétique, son propre armement. Bon. Il est bien évident qu'il va falloir centraliser le nucléaire. Mais il faut le faire dans le cadre d'un État européen, là encore. Vous allez entendre l'État français, et surtout les souverainistes, protester contre l'idée qu'on va mettre en commun la bombe nucléaire que nous avons fait nous-mêmes. Bon, ben oui, le potentiel nucléaire et militaire, c'est-à-dire l'armement en général, y compris la bombe, doit être centralisé au niveau européen. Bien entendu, la marine européenne gérera les sous-marins, etc. Mais on le fera dans le cadre d'un État européen, avec un chef d'État européen élu légitime qui aura évidemment accès au bouton rouge, si on peut dire, dans un partage des tâches comme aux États-Unis. La diplomatie passera aussi par la question de l'ONU. Donc je suis favorable évidemment à une représentation européenne unique au niveau du Conseil de sécurité, c'est-à-dire la fusion à terme du représentant britannique, du représentant français et du représentant russe, dans l'idée d'un représentant européen unique, qui rendrait compte évidemment auprès du gouvernement européen, avec une politique que j'appelle la politique de la chaise vide européenne, c'est-à-dire que l'Europe doit bloquer l'ONU. Vous savez, qu'on ait un droit de veto ou 3 droits de veto, ça fait la même chose. La fait c'est d'en s'en servir. Fin du financement par l'Europe, et blocage du Conseil de sécurité par l'Europe. Parce que si on doit démondialiser, il faut commencer par le faire là où ça a le plus de sens, au cœur même de l'idéologie mondialiste. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur la question de l'armée européenne. Je ne peux pas être plus précis, il faudrait mettre des techniciens et des gens
bien plus compétent que moi sur ce domaine pour travailler en ce sens. Mais en tout cas, c'est l'idée générale que j'essaie de défendre.